Bienvenue à tous. Having the Emir of Kano, Mohamedou Sanusi II, with us this afternoon. We have half an hour of questions and answers, and I hope it'll be mainly answers, to address issues that I think are pertinent to the theme of this forum, that is the interface between Africa and the Arab world. As we were talking in the office downstairs about current developments before this meeting, His Royal Highness opened the discussion about the Sahel, a subject which he feels very strongly about. It's topical too, because this week the UN General Assembly is having its annual meeting, and the Sahel is going to play a very important role in those discussions, a discussion on the reform of peacekeeping, how people can, how the various component countries are going to raise money to put their assets into the Sahel. But there was a critical piece, well, several critical pieces missing from those discussions about the economic and the social well-being of the people in the Sahel, what needs to be done on that front. And so the first question I'd like to ask is, can you explain your perspective on the Sahel in terms of the cultural and historical backdrop that has explained the specific isolation of countries in the Sahel? Thank you, Patrick, and thank you, Mr. President, and the Institute for inviting me to this great event. The Sahel is already a part of the international conversation. I just think that the conversation has not been broad enough or rich enough. Okay, so when the French talk about the Sahel, they're talking about how many more French troops do you need to deal with this terrorist in AQIM. Okay, interestingly, when China talks about the Sahel, it's talking about the One Belt. It's talking about reviving the trade routes of the Trans-Saharan trade routes, and that's the kind of conversation we need to have. The Sahel, after all, was a major part of global commerce. It was the major transit point of trade from Asia to the Atlantic and to Europe. The cities of the Sahel, Timbuktu, Gao, Kano, Katsina, were the richest cities in sub-Saharan Africa before the steamship was discovered and before colonialism. Many of the countries in the Sahel are culturally part of a great Arab Islamic civilization. The official language of communication was Arabic. Okay, so if you take Nigeria, if you take Kano, for 600, 700 years, the official language was Arabic. We had British colonialism for 60 years, less than that, okay? And today, the official language in Nigeria is English. Arabic is not an official language. Now think of the implications of that, okay? So I have millions of young children who study the Quran, who study Arabic, who understand the language, but who on paper are illiterate because they don't speak English. That means there's no opportunity for them to become medical doctors, to become engineers, to become economists, to become historians. If you study Arabic or Islamic studies, you can study Arabic philology, you can study hadith, you can study the Quran, you can study Islamic law, which is fine, but you do not have an opportunity for any of the other areas of knowledge that open up opportunities for you in a modern economy. Now the result is you have this large population of disgruntled, marginalized people who then end up in the hands of some radical scholar who radicalizes them, who sets them up against the system, and they become extremists and terrorists, okay? And so when we are concerned about security in the Sahel, we must understand that you've got to go back to the history of the Sahel, go back to questions around the rebalancing of our cultural priorities, questions around reopening of trade routes.
I would like to see the French go to Africa and look at Niger and say, how many solar panels do we need to generate 10,000 megawatts of electricity? Rather than how many more French troops do we need here? Okay, how many industries can we produce? What kind of crops can we encourage to have desertification and give the farmers access to European and Asian markets? So you combat an environmental problem that has created poverty and also create economic empowerment for the population. So I think it's interesting and it's good that the Sahel is part of the conversation. I think the conversation is not rich enough. I think it needs to be enriched. And I think we need to bring in a lot more history and a lot more economics into that conversation to go along with the security conversation. Part of that history are the historical links between countries such as Morocco and Algeria with West Africa. In the last year, we've seen Morocco apply to join the Economic Commission for West African States. Do you think that's a positive development, and do you think more North African countries could widen the range of that economic cooperation? I think personally that it is. I think it reflects, it's part of the new thinking that is taking place in Morocco. If you look at what the Moroccans have been doing in terms of their economic expansion into, say, the African banking industry, into their investments, into their links with their phosphate industry and selling of fertilizers, into their attempts to improve cultural ties with Tijaniya and other Sufi brotherhoods. Morocco is, I think, one country that has taken the conscious decision to go back into its history and find its strength from that history. And if you think of, again, the trans-Saharan trade routes, there is a valid sense in which you can think of West Africa and the Maghreb as one single historical economic bloc. And there's absolutely no reason why we cannot be. And the bigger, the better. I mean, look at Europe. Europe is expanding. Even countries that were not historically and culturally as aligned as we are led to believe now in this era of historical revisionism are becoming European. I mean, Turkey wants to be European. Turkey has never been European, but it wants to be. And when you think of, I mean, surely the cultural and historical affinity between, say, northern Nigeria and Morocco is much stronger than the affinity between Turkey and France. But if Turkey was a part of the European Union, why can't Morocco be part of a West African Union? So why not? Are there positive developments within the Sahel, whether in terms of tackling environmental degradation, developing economic projects that are going to employ and train more people? Do you see some sign of forward progress? Are you really concerned about a decade ahead of us of devastation and increasing numbers of people fleeing that area? I think if there's one thing that has come out positively from all the discourses on security or insecurity in the Sahel, including northern Nigeria, is there's been a wake-up call. There have been a number of questions that needed to have been addressed that were not. Okay, people are now looking at, I mean, if you take Boko Haram in Nigeria, for decades, we have known that the water reserve levels in the Chad Basin have been going down. The Chad has lost 90% of its water reserves. Okay, that led to desertification. It basically threw out farmers. Agricultural production went, industry went. People basically became jobless. You had a large youth bulge of people who had no future. No one really paid much attention to that until Boko Haram exploded. Now we're looking at something that might have cost $3 billion to fix, and we historically were paying $6 billion in completely unimportant and non-transparent fuel subsidies per annum. So half of that would probably have avoided some of the problems that we're having. And so questions of the environment have become important. I think questions of social policy are important. The Muslim parts of West Africa are growing much faster than the rest of West Africa. At the same time, they are the areas where you don't have the resources. So you're in a classic Malthusian situation where people with very low levels of income end up marrying
3, 4 wives, having 20, 30 children that they cannot maintain, okay, because they have not yet been told that Islamic law does not allow you to take on a family that you cannot maintain. And I think you're now having a forced conversation around our understanding of Islam vis-a-vis our understanding of culture, and how you can no longer use some understanding of religion to justify a social structure that leads to these kinds of economic disasters. We having a conversation around what is the future for these young people. Nigeria has a population of 170 million. Median age is 19. Okay, in the next 20 years, we're going to have at least 85 million Nigerians between the ages of 20 and 40. That is the population of Germany, the world's 3rd largest economy. You have to think, what are you going to do with these children? And what kind of economic, can you continue with a rent-seeking or rent-extracting enclave economy based on oil that we've had? Can you continue relying on the federal government to provide these jobs? Or do we now go back where states and regions take absolute responsibility? So Kano, for example, has to think of how do you revive the Kano economy? And in that will be questions, how do you improve the linkages between Kano all the way to Marrakesh historically, to grow Kano and to provide jobs for these young people, because it will not be done from Abuja. And so it is a great opportunity. It's a crisis, but it's a great opportunity for a transformation of Africa and new thinking. And I think it's happening in Morocco. We need it in other parts of the Sahel. But it's also an opportunity that, if you lose, will lead to huge disasters in the future. You've been a great advocate for modernization. You've talked about interpretation of Islamic law. You've talked about family law, family traditions, and so on. So really a couple of questions. I mean, do you find you have a growing number of allies in the region? And what countries, either in the region or beyond, in the Islamic world, are on the right track, are on the modernization track, in your view? I think, first of all, it's extremely important for every society and every country living in any century to look at interpretations of religion that are suitable to its environment. So if you take family law, some of the things I'm talking about are things that have been talked about since the 1950s. I mean, if you go to Egypt, if you go to Malaysia, if you go to Morocco, these conversations about, say, the age of marriage have been old conversations. Okay, in Nigeria, they're still largely taboo, because partly because the Muslim intellectual tradition in Nigeria has been cut off for a long time from the rest of the global discourse, okay, around Islam and women rights, polygamy, and so on. So part of what we need to do is broaden that conversation and involve, bring in more of the conversation that's happening in other parts of the Muslim world to northern Nigeria. The second element of it, of course, is that very often we get carried away by the voices of dissent, which tend to be the voices that benefit from the status quo. I mean, I don't think the average northern Nigerian Muslim woman who has seen her daughter forced into marriage at the age of 12 or 13, maybe come back with a VVF, maybe have children and be divorced or be taken care of. That woman supports change, but she doesn't have a voice. Okay, so you can hear a voice from certain sections of male scholarship. I think that there's a lot of opposition, but they actually do not speak for the very large, voiceless, marginalized majority, and it is those people that we need to continue listening to. So ultimately, a system that is fundamentally unjust will change. Yeah. It will be difficult, it will be tough, but ultimately the truth always reigns. Right. And as for those countries that you think are making progress, people make a lot of what Morocco is doing on its de-radicalization program. On the other side of the world, in Southeast Asia, Malaysia's economic progress, Indonesia's too, is impressing people. Do you think there are elements that can be taken from those countries? Yes, indeed, and I think it's also important to understand that even in Muslim reformist discourses, there have been various strands. I mean, if you
Abbas al-Madani, Rashid Ghannouchi, Hassan al-Turabi, each of them has a different approach. You've got here, you've got people like Mohamed Arkoun, and so on. So you've got views ranging all the way from breaking away from, like Sayyid Qutb's, for example, Muslims breaking away from everything Western and going back to an authentic Islamism, to view about actually finding a common ground in which Islam can live in the 21st century, where Muslims can remain Muslims without losing the race towards modernity. And I think it's important that we get into that entire discourse. One of the mistakes we make is painting every Islamic reformer with the brush of a fundamentalist, and that's wrong, okay, because there are different strands. But it's also important that Muslims themselves understand the diversity of these plural discourses and borrow. I think Malaysia has done a very good job. I think Morocco, Nigeria is Maliki, a lot of the Muslim jurisprudence, a lot of the literature that we rely on was written in the Maghreb, in Muslim Spain, in the 13th century, understanding that Moroccan scholars have moved a little beyond that. And by the way, not every Moroccan scholar accepts the reforms of King Mohammed. There is resistance. Yeah. So there's also the need for political leadership to push through some of the changes and understand that there will always be those who do not want this change, but it's extremely important in the interest of justice and progress that we have the change. You mentioned Islamic law. You studied Islamic law in Khartoum in the early 90s. Then there was an Islamist government, as you say, under Hassan al-Turabi and Omar al-Bashir, who's still around. And since then, starting with 2011, we saw the revolt in North Africa. People call it the Arab Spring, but essentially it started in North Africa and then spread. At that stage, it looked like there was a resurgence of Islamist political movements across the region. Since then, there's been a pretty heavy authoritarian pushback, whether it's Egypt, Syria, and Libya is much more confused. I wondered if you could give us your perspective on where the movement for political Islam is at the moment, and where you think it's heading after this turmoil in the last decade or so. I think we just need to be careful not to continue repeating the same mistakes that we've made in history. If you go back to Jamal Abdel Nasser and Anwar Sadat, I think Sisi needs to be careful not to repeat those mistakes, because you will get the same results. We saw Algeria when FIS was winning an election, when there was a military coup and it was stopped, and we saw the violence that happened. If we preach democracy and people decide to vote for an Islamist government, allow them to have that government. After 4 years, if that government has not delivered, they understand that these were promises that are never going to deliver, and they're going to vote that government out. Because at the end of the day, you can claim to be a representative of Islam, and you can still run a government that's corrupt, a government that doesn't give education, doesn't give health care, doesn't give rights to people, and people would vote you out. You know, it's just a claim. The real test of whether you are truly Islamic is whether you're able to deliver and give the fruits of democracy. But this idea that we want people to have democracy, we want people to fight against dictatorships, but we only accept the result if it conforms to what we want. I mean, look, I don't like Donald Trump, but I wouldn't ask for his assassination. I hope Americans would vote for him. I would vote him out after 4 years, you know, but that's who Americans voted for. And you've got to live with that. And what we want is for the West to accept that if the Arabs vote for the Muslim Brotherhood, well, let them vote for them. After 4 years, let the people in those countries decide they do not want them. The idea that you can have a military coup, and so long as it's against an Islamic government, and that you can criminalize people for winning an election and begin to lock them up, okay, is going back to the days of Egypt that produced the likes of Sayyid Qutb, that produced
jihad wa takfir, and I think we need to learn from that history. Because all that does depend on robust institutions that are politically accountable. And what we're seeing across the world, sadly at the moment it seems, is there's an upsurge in authoritarianism, there's an upsurge in nationalist sentiment, an upsurge in populism. How do you, when you look around Africa and you take the temperature in the Middle East, do you think the Democrats are making progress, or are they on the back foot, the reformers, the people who want accountable government? Well, it depends on what, on where you look. And if you look at, if you take Egypt as an example, I think they made a great statement. Okay, we're able to overthrow a regime, have an election, and they've taken 2 steps back. Okay, now, however, the great proponents of democracy in the West do not see anything wrong with the military coup in Egypt because it overthrew a Muslim government. And they've got to ask themselves, in supporting these kind of military interventions, are they serving democracy or working against democracy? You know, it's the easy way out to just have, it happened in Algeria. I remember in Algeria, FIS winning 80% of the votes, then the military taking over, and the West supporting the military coup. And then for the next 10 years, we had nothing but bombings and killings. Okay, because people feel if they have not been given the opportunity to get political power through democratic means, then they've got to look for it through other means. So I think that the first thing we need to do is, one, we need to stop sitting in Washington and Paris and deciding who should be the president of an African country. Okay, if we decide we want somebody, support him to go through a democratic process and get an election, not through an undemocratic process. So you got rid of Gaddafi. You have Libya. Is Libya today better off than it was under Gaddafi? I don't know. You got rid of Saddam Hussein. You were trying to get rid of Assad. You know, how many of them are you going to get rid of? You know, and in their place, in getting rid of these leaders, you ally yourself and support groups that are not groups that have any kind of history of democracy. I mean, it's not just the Muslim world. Look at Myanmar. I mean, Aung San Suu Kyi was presented to us as the poster girl for democracy and human rights. What is happening to Myanmar? What's happening to the Rohingya Muslims? Is that really what you call, I mean, you should take the Nobel away from her, you know, but no one, the criticism of Myanmar is muted, even though the United Nations has said it's genocide. Imagine if this happened in a Muslim country and a Christian minority was treated like this. The whole world will be up in arms. So the idea of having the same standard to judge people is what would help democracy. But so long as it's fine to fight for human rights and democracy when certain lives are affected, but not fine when other lives are affected, you're not going to have progress long term. Looking around at Europe too, and North America, so we say the Americas, the trend towards authoritarianism is pretty widespread. Yes, we have authoritarian leaders. We also have, increasingly, we have authoritarian political movements, ultra-nationalists. For the first time in Europe, we have several parties which I think would, without fear of contradiction, say certainly close to the old fascist movements in the 30s, and certainly take their ideological roots. And along with that, we have a kind of indifference. I think Nixon once spoke about the ghettos in the US as he would have a policy of benign neglect towards them. It seems at the moment the West is indulging that a little in Africa. What worries you about this new nationalism and authoritarianism in the West as regards Africa? You know, I'm actually more concerned about what
Africans do than about what the West does. I mean, frankly, it's Donald Trump. Americans want him, it's their business, okay? So long as he doesn't get himself into Africa, he can do what he wants out there. But you know, the world as a whole goes through these phases, okay? You've had an economic crisis, you've had a great crash, there's people going, you know, what they say, to your tents, O Israel. Yeah. When people get into difficulty, they look for who to blame. They turn around and, oh, it's the Muslim, it's the black, it's the foreigner, it's the Jew. You know, it's always happened historically. What we need is to continue to have and retain a sufficiently large number of sensible, calm hands who would say to people, this is wrong, okay? And I think historically the West has had the great advantage of having at the very senior levels of political leadership, okay, highly educated, highly cosmopolitan people, whether they're on the right or the left, who understand the long-term implications of encouraging these kinds of movements. What is happening, what is sad, I think Trump is an exception. I don't think you've had an American president, not even Reagan was this bad, you know, who basically encouraged this kind of thing. I haven't seen it, and I don't think it's going to be a trend. I don't see that possible in France or in Germany or in Holland. You could have a shift to the right, but with the kind of leadership that you have, it's difficult to see that level of neglect, okay, because they're dangerous, and it happens. Take Africa, take Nigeria. There's a whole discourse today about Biafra and people thinking that they can have another civil war. Nigeria had a civil war in 1967 to 1970. It was Nigerian troops against Biafran troops. If you have a civil war today in Nigeria between, say, the north and other parts of the country, you're going to have ISIS coming, you're going to have Al-Qaeda coming, you're going to have Boko Haram coming, you're going to have Christian fundamentalists coming. It's going to be a religious war. It's never going to be an internal religious war, not after Libya. You know, the world has changed. And understanding that, that we are every day becoming a more integrated world, a more diverse world, and whatever discourse, whether it's Islamist or democratic or liberal, whatever discourse you have must be a discourse that accommodates that diversity and recognizes and respects it is the way to go. I wanted to take it on to, I've got a couple of questions to go, on more on economics and social policy. By 2035, Africa will have a bigger working age population than either India or China. That in statistical terms means 20 million jobs will have to be found each year for the next 20 years or so. What if you were in government, an economic decision maker of some description, what would be your priorities to tackle that? What needs to be done? Well, at the moment, you've got to look at the fact that Asia was in the same situation several decades ago. People talked about world hunger, talked about, and that was when the world started this green revolution. The first priority is to feed everyone, okay, and therefore improving agricultural productivity and profitability in a labor-intensive environment is the best way to go. Today, if you take output of agricultural products in northern Nigeria, the average yield on maize per hectare is just 2.2 metric tons. And now other parts of the world are doing 8 to 10 metric tons. So just that, investing in irrigation, in the right seeds, in fertilizers, in farming practices and access to market would provide employment, okay, and move agriculture away from subsistence to commercial on a labor intensive, and that is one of the major employers of labor. Then of course you've got a world in which we have the experience of the Chinese opening up. If you look at Guangzhou, if you look at Shenzhen, if you look at Shanghai, in Kano, for example, we have some of the best leather
in the world. It's called Moroccan leather, okay, from our ship. But we export the leather. We export leather. We export wet blue. Today, China has a big shoe factory outside Addis Ababa, employing about 5,000 workers, producing shoes and bags and selling to Europe. This is the kind of thing you need to do. Come up and set up centers that would take, instead of shipping wet blue and leather to Europe, actually produce shoes and bags that you would sell. Instead of selling cocoa to Europe, begin to sell chocolates. Instead of basically selling groundnuts, export oil. So move, first of all, start with a strong agricultural base, then move up the agro-allied value chain. Then, of course, invest in education, human capital, and services. I mean, if you're not going to export goods, well, export computer scientists, export medical doctors, export engineers, you know, get them to move all over the world, export airline pilots, okay, and you create those opportunities. So do you think, last question, unfortunately, but do you think the so-called fourth industrial revolution, IT and robotics, that is as much an opportunity as a threat to Africa? I think the theme taken at the World Economic Forum Africa in Durban, I didn't go because I thought the theme was actually a pipe dream. I don't think you should be talking to Africans today. Well, robotics is very important, but to think that you're going to a country where you have such a large population that is not literate, and instead of talking about how you're going to make agriculture more profitable, more productive, give them jobs, how to get them into manufacturing, you want them to start chasing robotics on a mass level, I think is a bit too much of an ask. And I think it diverts attention from simple issues. You know, look, we don't want to compete with the Americans in going to space. That is not our priority. We just want to eat food. Okay, we want to have people eating food. We want to stop women from dying in childbirth. We want to have children who don't have polio. We're dealing with those issues. Okay, here you talk about the environment and animal rights and what, and you know, that's fine. You know, we are talking about survival, okay, of human beings. And I think when you go for these things like World Economic Forum, you must remember that the discourse that happens in New York is not the discourse that happens in Kano. Okay, the problems we're dealing with are not the problems we're dealing with in Paris. And if you come to Africa for a World Economic Forum, please make that theme an African theme and not an American one. So we need to get real. Get real. Well, thank you so much, HRH. That was fantastic to get your responses. I wish we could have had another half an hour, but we don't. We do have another roundtable starting in 5 minutes, so I would like to alert you to that. And meanwhile, I just wanted to thank you personally for your time and very forthright, as ever, views on the world. Thank you. Thank you. Voilà donc à ceux qui n'auraient pas été là ce matin, chères excellences, mesdames et messieurs, chers amis, rebonjour à ceux qui n'étaient peut-être pas là ce matin. Je reconnais quand même quelques têtes dans l'Assemblée. Il y a des bons élèves, c'est bien. Nous sommes donc réunis pour un peu plus d'une heure pour donc ce thème « Repenser les villes africaines de demain pour une croissance durable ». Nous avons donc évoqué ce matin l'explosion démographique qui attend le continent africain. C'est effectivement la population qui connaît le plus grand taux de croissance au monde dans les 20 ans à venir. Une personne, plus d'un Africain sur deux, devrait vivre en ville. Une explosion urbaine qui va s'ajouter au difficile changement climatique puisque le continent africain va connaître une désertification qui va s'aggraver, une montée des eaux. Et sans vouloir être extrêmement alarmiste,
eh bien, cette urbanisation galopante, elle va venir aussi aggraver le manque d'infrastructures qui est déjà patent sur le continent africain. Eau, transport, électricité, assainissement. Alors, à quoi doit ressembler la ville africaine de demain ? Comment concilier développement urbain et développement durable? D'ailleurs, faudra-t-il envisager un développement urbain qui va de pair avec le développement durable? Où trouver le nerf de la guerre, les financements, sachant qu'aucune municipalité, aucun État africain, a priori, n'est en mesure de financer eh bien, tous ces investissements. C'est tout ce dont nous allons parler au cours de cette table ronde, avec donc, je commence par Amani Kodir, vous êtes directrice du bureau technique du premier vice-président et secrétaire général du comité stratégique d'Arab Contractors. Merci d'être avec nous. Avec nous également dans l'ordre d'apparition, non pas à l'écran, mais par siège, Monsieur Patrice Fonladossa, vous êtes président-directeur général de Veolia Afrique et Moyen-Orient. Merci d'être avec nous également. Othman Hadji fait également partie de cette table ronde. Vous êtes directeur général de Green Yellow, avec l'accent, j'essaye, même si je suis très francophone. Avec nous également Mansour Kama, vous êtes donc président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, président directeur de la générale de la Société sénégalaise d'investissement, président du conseil d'administration de la Banque régionale des marchés. Voilà donc pour cette table ronde, qui n'est pas tout à fait ronde, et qui est même plutôt en ligne droite. Et voilà. J'avais une première question à vous poser, à vous, Mansour Kama. Pardonnez-moi, il me semble avoir oublié une personne. Je suis vraiment désolée. Pardon, excusez-moi, Anthony Mallows, bien sûr. Navré, vous êtes directeur de planification, design et conduite de projet. Excusez-moi, je vous prie de m'excuser. J'étais absolument focalisée parce que je sais que j'allais poser une question un petit peu provoque, comme on dit, à Mansour Kama. Alors, le continent africain va faire face à une urbanisation. Cette urbanisation, c'est une chance, c'est un grand danger. Est-ce que l'Afrique, elle est condamnée à une urbanisation à contrôler? Écoutez, je voulais d'abord remercier l'Institut du monde arabe pour cette belle invitation. Et relativement à votre question, je dirais que nous sommes condamnés à l'urbanisation. Nous n'avons pas le choix. Puisque si vous plongez dans l'histoire de nos villes et du développement de nos villes, on parle beaucoup d'exode rural. Ça veut donc dire que nous avons connu à travers l'Afrique des périodes de sécheresse qui ont poussé les populations à quitter la campagne pour aller vers les villes. Mais ensuite, je dirais que nous sommes obligés à cette urbanisation parce que les villes se sont développées avec toute une série d'activités industrielles, commerciales et autres, et qui semblaient être des opportunités pour des populations rurales qui, si elles n'étaient pas laissées à l'abandon, avaient quand même beaucoup de mal à survivre. Et c'est cela qui fait qu'il nous faut retourner l'urbanisation en opportunité et non pas baisser les bras en disant que les villes explosent. Je considère pour ma part que la ville est un marché, la ville est une opportunité, même si, bien sûr, ayant dit cela, je n'ai pas réglé le problème des contraintes qu'il y a en termes d'assainissement, en termes d'accès à l'eau, à l'électricité, l'éducation, la santé, l'environnement. Mais bon, je crois que quand on est responsable, pour ce qui concerne nos responsables, on doit faire face à ces défis et essayer de trouver des solutions. Justement, je vais m'adresser à Anthony Mallows. Vous êtes donc directeur de la planification, design et conduite de projet chez Masdar. Alors justement, Masdar, c'est une ville... Enfin, Masdar, il y a plusieurs Masdar, mais l'un des Masdar, en tout cas, est une sorte de ville témoin, projet de ville modèle en matière de développement durable. Alors,
une question assez simple. Est-ce que vous pensez que justement le modèle de Masdar, qui est avec du tout transport collectif, qui fonctionne sur les énergies renouvelables, est-ce que ce modèle, il est applicable au modèle africain, à l'Afrique, au continent? Et selon vous, est-ce que c'est le bon modèle pour le continent? Forgive me, good afternoon, if I speak in English, but I will speak slowly. I think with regard to what we're doing in the United Arab Emirates with Masdar has two real relevant attributes for Africa. One is partnering, and the other has to do with doing more with less resources. The partnering part at Masdar is how do you build new urban centers on a sustainable model and then share that expertise across the world. Today we're partnering with many governments in Africa. One example is the very good cooperation between Morocco and the government of Abu Dhabi and Masdar. The second has to do with a much greater challenge for Africa, and that is Africa has the ability to feed the world, and the development of cities is one of the fastest ways in which social and economic mobility happens for people. Africa has the opportunity to not only feed the world, but also to develop cities that use less resources with greater social benefits. And if you combine technology into that mix, you have a great opportunity ahead of us, particularly the next 30 years. Masdar is one of the models. I'm not saying it's the only model, but it's the way you develop proof of concept for others then to adapt and produce their own sustainable development in their own way. Patrice Fanladossa, vous êtes directeur général de Veolia Afrique et Moyen-Orient. Est-ce que vous pensez justement, notamment dans votre domaine, qui est la valorisation des déchets, la gestion de l'eau, que le digital, le numérique, comme nous l'explique Anthony Malouz, peut être la partie de la solution, on va dire, au développement urbain, un développement durable des villes africaines? Bien, merci tout d'abord à Lima et merci à Jacques Lang d'avoir organisé cette journée de rencontre économique, parce que dans ce lieu qui est un lieu magnifique, on est capable d'avoir cette alliance culturelle, diplomatie, économie. Et je vais répondre maintenant directement à votre question. Il y a un enjeu qui a été cité, je crois, ce matin, qui est effectivement cette explosion, j'allais dire, démographique. Il y a peut-être une dimension qui n'a pas été suffisamment mise en avant. Cette explosion démographique se fait dans un temps extrêmement court. Et au regard je dirais, de l'histoire humaine, personne n'a connu une accélération en fait, de la démographie sur la géographie qu'est le continent africain. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau, auquel les hommes ne sont pas préparés. Et sur lequel, je dirais, l'interpellation à la fois des pouvoirs politiques pour régler cette situation, mais aussi évidemment des acteurs économiques, est une majeure. Nous considérons, enfin en tout cas, je dirais d'une façon générale, les entreprises, qu'il n'y a pas à déclarer un afro-optimisme délirant, qu'on est beaucoup plus dans une approche pragmatique de cet essor. Pourquoi? Parce que cette évolution va évidemment pousser la pression sur les villes. Ça, c'est le premier effet. Et l'effet, il est à 30 ans, 35 ans, c'est-à-dire que nous allons le voir réellement, et nos enfants vont le vivre réellement aussi. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, et là je rejoins tout à fait ce qui a été dit, c'est une formidable opportunité pour les entreprises, d'une façon générale, pour les entreprises africaines, pour les entreprises aussi bien sûr françaises, d'exercer en fait leurs compétences dans les domaines que sont, là où nous avons effectivement des champions nationaux, appelons-les comme ça, dans les domaines qui sont l'environnement, bien évidemment, l'infrastructure, le conseil, etc. Donc je pense qu'il y a, et pour répondre à votre question sur l'impact du digital, je vais prendre un exemple. Voilà, un des pays les plus pauvres du monde, le Niger aujourd'hui, eh bien, Veolia opère dans ce pays la gestion de l'eau potable depuis maintenant presque une quinzaine d'années,
premier contrat de 10 ans qui a été renouvelé une deuxième fois. Donc il nous reste encore 5 ans. Et bien, écoutez, il y a 5 ans, on y a développé pour la première fois le paiement des factures d'eau, puisque nous gérons l'eau dans ce pays, avec le mobile. Aujourd'hui, ça peut sembler tout à fait banal, mais aujourd'hui, c'est plus de 65% des consommations d'eau dans ce pays, encore une fois l'un des plus pauvres du monde, qui sont gérées directement. Donc vous n'avez plus de problème de recouvrement, vous n'avez pas de problème d'agence, vous n'avez pas de problème... Voilà. Donc oui, le digital a des capacités. Je vous ai donné un exemple sur le mobile banking, mais évidemment, il y en a de multiples qui font que des solutions techniques vont permettre de faire des raccourcis et il n'y aura pas forcément cette duplication de l'exemple occidental sur sa croissance urbaine, mais beaucoup plus des solutions africaines qui seront trouvées sur le territoire avec les Africains. Justement, Amani Coder, vous qui travaillez chez Arab Contractors, vous êtes d'ailleurs une ancienne responsable de la zone Afrique. Oui, bien sûr. Que vous connaissez bien. Comment on doit la concevoir, la ville africaine de demain, avec quel type de matériaux? Et puis, est-ce que vous travaillez sur des marchés financés déjà au départ avec Arab Contractors? Est-ce que vous sentez chez les chefs d'État africains, les gouvernants, justement cette urgence à urbaniser est-ce qu'ils sont tout à fait mis dans leur plan, on va dire? Est-ce qu'ils ont tout à fait conscience qu'il faut qu'ils agissent vite et intelligemment et pas forcément toujours en pensant à un temps plus court qu'est le temps de l'élection? Merci d'abord pour l'invitation. Je sais que c'est une question un peu piège, mais la poserai à vos collègues après aussi. D'accord, merci. Alors, nous avons, comme Arab Contractors, une entreprise de construction. Nous avons commencé en Afrique depuis les années 90. Et toujours nous voyons que la bonne planification et la route, c'est le premier choix pour une ville urbaine, Et ce n'est pas seulement la bonne planification, mais le financement toujours. Sans planification, sans financement approprié, on ne pourra rien faire. On a l'expérience dans plusieurs champs. On a des partenariats, vous savez, Arab Contractors, c'est une entreprise égyptienne, une entreprise de l'État. On a commencé, je vais donner un exemple qu'on a fait par exemple au Guinée équatoriale. On a commencé depuis 2003 et là on a fait un quartier. On a commencé par un quartier modèle. Que nous avons construit des logements sociaux, on a fait de l'infrastructure, un quartier complet avec des routes internes, des réseaux d'eau potable, des réseaux d'assainissement des eaux usées. Et on a commencé par faire 1000 logements de 76 par exemple mètres carrés là. On a fait tout le nécessaire comme les eaux. Ensuite, on a fait 17 résidences qui sont de 120 mètres carrés là, avec tout le nécessaire. Et c'était la première fois de faire une station d'épuration d'eau usée. Alors, c'était un exemplaire qui était bien planifié et financé par l'État. C'est pour cela que toujours le financement avec la planification, ça fait un succès. Othman Hadji, vous êtes directeur général de Green Yellow. C'est une filiale du groupe Cap Casino qui est spécialisée dans les énergies renouvelables et qui est déjà implantée en Afrique. Ça va venir, ils vont ouvrir le micro. Juste un petit peu de patience. Othman Hadji, vous qui êtes un peu implanté en Afrique aussi, est-ce que vous avez le sentiment que les États aujourd'hui prennent en compte véritablement cette urbanisation galopante et intègrent aussi évidemment les énergies renouvelables et le développement durable dans leur plan d'urbanisation, s'il y en a un? Tout d'abord, merci pour cette invitation qui met en synergie une multitude d'acteurs qui sont motivés pour le développement de l'Afrique. Donc c'est un point positif pour nous.
Pour notre part, GreenYellow, donc notre avis sur la question, il est de revenir déjà sur quelques éléments qui illustrent la problématique énergétique africaine. Il faut se dire que sur 2% de la surface du globe, on a à peu près 70% de la population qui va habiter à horizon 30 ans, et que sur ces 2% de territoire du globe, on a à peu près 75% de la consommation énergétique mondiale. Donc on voit bien les problématiques qu'on a devant nous, et tout ça est exacerbé en Afrique par deux facteurs dont vous avez parlé sûrement ce matin, la croissance démographique, multiplication par 3, mais aussi un état des lieux actuel où 600 millions d'Africains actuellement n'ont pas accès à l'électricité. Donc deux effets cumulés qu'il faut vraiment, sur lesquels il faut vraiment agir. Donc par rapport aux politiques publiques qui sont développées dans différents pays, on est dans de la thématique, je dirais, d'un plan pluriannuel, des plans d'urgence court-termistes. Dans beaucoup de pays africains, il y a beaucoup de délestages actuellement qui sont très problématiques pour l'économie de ces pays-là, parce qu'on sait très bien que la croissance va de pair avec les infrastructures, et l'énergie est une des infrastructures essentielles finalement au développement et à l'activité économique de ces pays-là. Et puis, les solutions existent aujourd'hui, sont économiquement viables, peuvent être déployées, mais de manière, je dirais, progressive. On a l'illustration de Masdar qui est vraiment, je dirais, une cible à moyen terme, mais il y a d'ores et déjà des solutions techniques, économiques viables. Je vais citer un exemple sur lequel GreenYellow est un acteur de référence, le solaire photovoltaïque. Le solaire photovoltaïque, l'Agence internationale de l'énergie parle du fait qu'à horizon 2050, 20 à 25% de la production mondiale sera solaire. L'Afrique, c'est le territoire où le gisement solaire est le plus important au monde, 2 fois plus qu'en Allemagne, mais pourtant, on a aujourd'hui encore des défaillances sur les capacités installées en Afrique. Un exemple, ou du moins quelques chiffres pour illustrer également cela. On a en 2016 77 gigawatts qui ont été installés de solaire dans le monde, seuls 3% en Afrique. Donc c'est loin d'être suffisant, mais pour autant, je veux dire, la démarche est d'ores et déjà intégrée dans les plans pluriannuels des différents gouvernements avec lesquels on parle. On a des exemples précis. Par exemple, je retourne de Madagascar là, pour le lancement de travaux de centrales solaires de 20 MW pour alimenter la ville de Tana. On a d'autres projets à Maurice qui vont être également mis en œuvre. Donc on voit que la perspective est en train de prendre forme, et avec des investissements qui sont réalisés à court terme parce que les besoins sont pour maintenant et pas pour demain. Mansour Kama, vous qui êtes aussi président, je l'ai dit, de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, est-ce que le temps de l'urbanisation, qui est pourtant un temps assez court, colle avec le temps du politique et du coup colle avec l'agenda des gouvernants et des chefs d'État qui arrivent à inclure ces questions d'urbanisation et de les mettre à leur agenda? Ce n'est pas tout à fait le même temps, hein. Bon, j'ai plusieurs casquettes, mais je ne me connaissais pas une casquette de chef d'État ou de ministre. Mais parfois, les choses arrivent et on n'y s'y attend pas. Si vous me dites, en tant que privé, comment je vois ça, je dirais oui. Je crois que tous les États responsables, forcément, prennent en compte cette urbanisation et cette explosion, et bâtissent aussi, dans le cadre de partenariats publics-privés, des approches qui permettent de résoudre un certain nombre de contraintes. Bon, je parlais de mes casquettes, vous savez bien que je suis aussi dans l'eau et l'électricité, je suis administrateur d'Eranov, donc nous sommes confrontés, en relation avec le gouvernement du Sénégal, à la problématique de la satisfaction de l'accès de l'eau pour les populations, l'accès à l'eau pour les populations. Parce que vous avez un déficit qui est quasi permanent et vous courez derrière. Vous avez beau bâtir des infrastructures de production et de transport de l'eau, les villes grandissent à une vitesse exponentielle, surtout ce qu'on appelle les zones périurbaines. Or, ces zones aussi ont droit
à tout ce service public, que ce soit l'eau, l'électricité. Et ce qui est intéressant peut-être dans les villes africaines, c'est qu'il faut noter aujourd'hui l'émergence d'une classe moyenne. J'ai parlé tout à l'heure de l'exode rural, mais l'émergence de la classe moyenne permet peut-être une meilleure planification en ce qui concerne les villes, dans la mesure où vous avez des cités qui vont arriver et qui seront peut-être, j'allais dire, plus aux normes de ce qu'on pourrait considérer jusqu'à présent comme étant des villes qui, du fait de la colonisation, étaient composées de deux parties. Vous aviez le plateau et ensuite tout le reste, la Médina, et puis voilà. C'est en train de changer. Et les gouvernements, je pense, ont conscience de leurs responsabilités, mais j'y ajoute aussi que les politiques de décentralisation, qui sont des politiques de plus en plus en vogue, permettent aussi de transférer une partie des responsabilités en ce qui concerne la satisfaction de ces besoins à des conseils municipaux, à des villes. Et cela aussi est un élément très important qui vient s'ajouter justement à la prise en compte des besoins sociaux, des besoins en matière d'éducation, et qui peuvent être des besoins transférés à la responsabilité des villes. Je termine en disant donc que sur ce chapitre-là, je crois que ce qu'il y a de plus important, c'est qu'au-delà même de la planification dont vous parliez, c'est la responsabilité citoyenne qu'il faut transférer au-delà des municipalités aux citoyens. Le citoyen doit se retrouver aussi dans son cadre de vie et être responsable de ce cadre. Justement, vous me facilitez la transition et je voyais Patrick Foladossa tout de suite réagir sur cette question de la décentralisation et même on peut aller au-delà. On voit de plus en plus sur les questions notamment d'accès à l'énergie, d'accès à l'électricité, on voit de plus en plus de micro-projets se développer, qu'il s'agisse de solaire, de photovoltaïque. Est-ce qu'au fond, on doit s'imaginer un nouveau modèle qui ne serait pas le modèle qu'on a connu ici en Europe, avec des grands câbles, des lignes à haute tension, mais plutôt un accès à l'énergie, ou en tout cas une fourniture d'énergie décentralisée? Oui, alors en fait, c'est déjà le cas. Hein. Ce qu'avait imaginé EDF sur le continent africain et qui avait fait l'objet d'un ouvrage que tous les électriciens connaissent, qui a maintenant à peu près une vingtaine d'années seulement, c'est-à-dire des grands grids avec des lignes haute tension, des accords interrégionaux, etc., est complètement bouleversé par l'irruption du solaire et d'un certain nombre, comment dirais-je, de petits opérateurs, de start-up, des opérateurs de taille moyenne qui, sur des solutions qui sont des solutions de villages ou de petites agglomérations de l'ordre du millier ou du 2000 ou du 3000 habitants, développent des capacités à la fois de stockage, donc de stockage de l'énergie, de restitution, et donc rendent réellement indépendantes et autonomes de décisions centralisées le développement de leur économie. Et donc la lumière, aujourd'hui, quand on regarde le continent africain, la lumière aujourd'hui pointe un peu partout, pas forcément de manière très organisée, mais c'est pas grave. L'organisation va venir ensuite au fur et à mesure de la croissance. Ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est que l'électricité a pris un raccourci là aussi, par rapport à la vision très occidentale que nous avions, qui était celle d'apporter l'électricité au travers des lignes de haute tension. Je suis bien placé pour le savoir, parce qu'on opère depuis 20 ans au Gabon avec des grandes lignes de haute tension et des barrages hydroélectriques et des centrales au gaz, etc. Et la réalité, c'est qu'on n'est pas arrivé à aller jusqu'au bout. On a renouvelé notre contrat de concession. Mais avec les grands barrages, les projets de grands barrages, excepté celui d'Éthiopie. Et donc on peut aller faire des raccourcis directement dans les villages, quitte à raccorder plus tard sur les grids, lorsqu'effectivement ces fameuses installations hydroélectriques qui sont évidemment très importantes aujourd'hui en Afrique, en potentiel, pourront voir le jour. Mais on va plus vite. Anthony Maloz, vous êtes d'accord, c'est pas grave si la question de l'accès à l'énergie
est décentralisée, si la fourniture d'énergie, elle se fait, on va dire, par petits paquets, un peu de manière aléatoire et désorganisée. Je me répète. C'est pas grave, c'est pas un danger. Danger for the future. And I think we are going to see a completely different paradigm for the delivery of power and water into the future. Because it's no longer working where large centralized utilities provide power and water for urban development. Sustainable development and renewable energy, particularly the ability to be decentralized, to produce power from the sun in remote areas, is going to completely turn the energy industry upside down. And it's a good thing, because what will happen is that spatial development of cities needs to be thought of in two dimensions, horizontally and vertically. This morning we talked about investment and financial mechanisms to create a better life for people and the role of PPPs, public-private partnerships. So if you think of the public sector with technology and a decentralized energy and water system providing the horizontal, creating frameworks urbanistically on where things should happen, the vertical will be taken care of by the private sector. And the role of government, technology, and the large power and water companies will be twofold. First, to create the horizontal framework for investment, de-risk the vertical, and then the consumer will be in the vertical as the end user. It's a completely different paradigm. And then, as my colleague on the panel has said, you won't have to belong to the power company or the utility company. You will pay for what you consume through your mobile phone. And the upside socially is as follows. If you can deliver to society power, water, and properly planned cities on a sustainable model, government's role in the provision of land will create a social return on investment where the land development model is capable of delivering health and education within a real estate development model that provides a social benefit at the same time creating a framework for investment. So I totally agree. Technology and new ways of delivering utilities is going to transform us for the benefit, for the better. Otmanaji, vous pensez aussi que les technologies vont tout transformer, vont permettre, entre guillemets, de lisser, on va dire, l'apparente désorganisation donc de cet accès, notamment, je parlais de l'énergie, mais peut-être qu'il y aura plus compliqué avec les questions d'assainissement, avec les questions d'accès à l'eau, parce qu'on arrive à fabriquer des micro-projets qui fournissent de l'énergie. Ce n'est pas forcément le cas dans l'accès à l'eau et à l'assainissement. Est-ce que vous pensez que le digital va nous transformer dans un pays merveilleux où tout va être lissé? C'est vrai que l'IT est le support de toutes ces nouvelles technologies et l'énergie est en pleine évolution, transition énergétique, est supportée grandement par les systèmes d'information actuels qui nous permettent finalement, avec une énergie décentralisée, de mieux organiser les choses. Donc je reviendrai sur ce point-là et pour un peu illustrer cette thématique finalement de la décentralisation du monde de l'énergie qui est, je dirais, inéluctable, c'est la solution potentiellement pour les développements futurs, en l'illustrant sur la thématique de la téléphonie mobile. La téléphonie mobile s'est développée bien avant le fixe en Afrique. C'est pas pour rien. Parce que derrière les coûts d'infrastructure, qui ne se développera peut-être jamais, parce que les coûts d'infrastructure sont énormes, parce que les coûts de développement et de mise à disposition sont, je vais dire, trop longs. Et donc, il y a eu finalement un saut de technologie finalement en Afrique sur ces sujets-là. On pense que sur l'énergie, c'est ce qui est en train de se passer
sur d'autres sujets également, mais on pense également voilà, que l'informatique, l'IT va permettre finalement de consolider tout ça et dans une logique d'un mix énergétique le plus approprié par région. Et justement, Mansour Kama, est-ce que ce modèle, on va dire, est applicable à d'autres questions comme l'accès à l'eau potable et comme l'assainissement? Pour l'instant, il n'y a pas de modèle existant. Non, il y a un modèle qui existe. Non, il n'y a pas de modèle existant, je veux dire, au sens sur les micro-projets, enfin, au sens décentralisation de l'énergie. Je pense qu'il faut faire très attention en ce qui concerne l'eau. Hein. Je ne parle pas de l'électricité. D'abord, nous observons que dans ces quartiers périphériques, ces zones, j'allais dire, d'urbanisation sauvage, s'il n'y a pas une connexion au réseau, les gens sont toujours tentés de creuser des puits et d'utiliser de l'eau qui n'est pas très potable. Donc c'est un grand risque en matière de santé. C'est la raison pour laquelle le modèle économique en ce qui concerne l'eau fait toujours droit à un partenariat public-privé. Il faut que l'État, évidemment, qui a accès à des financements à taux concessionnel, prenne en charge une bonne partie de l'infrastructure, alors que le privé va apporter toute sa science en matière de distribution, en matière de bonne gouvernance, en matière d'entretien et de développement même du réseau. Je vous donne un exemple. Sur la ville de Dakar, vous avez ce qu'on appelle justement les quartiers ou la banlieue, puisque les banlieues deviennent des éléments extrêmement importants dans l'urbanisation. D'abord parce que ce sont les seuls espaces qui restent pour se développer, puisque la ville traditionnelle était un peu enfermée dans un centre. Et dans les banlieues, nous sommes obligés, dans nos interventions, de faire ce qu'on appelle une mise à disposition de branchements sociaux. Pourquoi? Parce que si le revenu des populations ne leur permet pas de payer un branchement, il faut bien que l'État intervienne pour subventionner cela. C'est ce qui explique que le modèle économique est un modèle de partenariat public-privé, forcément, parce que sinon, si nous appliquons nos amortissements sur la facturation, les gens ne boiront pas de l'eau. Hein. Ils boiront peut-être du Coca-Cola ou, je ne sais plus, du jus d'orange, mais ce ne sera pas de l'eau. Donc c'est la raison pour laquelle, effectivement, sur l'électricité, on peut être, et encore, parce qu'il y a des coûts élevés en matière de transport d'électricité. Si vous restez dans une zone, une petite agglomération et que vous servez, ce n'est pas la même chose transporter sur une ville et avoir une desserte aussi importante. Donc c'est ce qui fait que les modèles en matière d'infrastructure urbaine sont des modèles qui, pour moi en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, ont besoin du partenariat public-privé. Et c'est peut-être l'évolution qui fera maintenant que, comme je le disais tout à l'heure, la décentralisation, le niveau citoyen puisse aussi jouer. Mais sur les grandes infrastructures de production, bon, l'électricité a changé, c'est vrai. Parce que la production peut être une production privée, mais forcément, vous le vendez aussi à l'opérateur national. Anthony Malouz, je vois que vous souhaitez réagir. Est-ce que vous voulez réagir justement sur ces questions de l'eau et d'ailleurs peut-être des transports aussi dont on n'a pas parlé et qui finalement fonctionnent un peu sur le même modèle, sur le même schéma que l'accès à l'eau potable et l'assainissement. Et effectivement, ce sont des domaines, des secteurs où on a l'impression qu'une trop grande décentralisation ne peut pas fonctionner. Yes, let me just make a few points about urbanization and the challenge governments have in providing infrastructure for citizens. The capital outlay is huge. The power of technology and small incremental movements in power and water are the solution. For instance, we are working with the firm Mascara here on producing
water that's cleaned through reverse osmosis with solar power. That can provide clean water from wells or from wastewater on an incremental neighborhood scale. That then becomes the building blocks for new urbanization. That doesn't take away from the fact that eventually there will be large horizontal infrastructure investments that will then tie them all together. But if you look at the process of urbanization and what people need are services immediately, that is one way in which you do it. You scale up at the neighborhood level incrementally. And the role of city government or national government is to, in fact, tie that all together. It's a much faster, more cost-effective delivery mechanism. It doesn't take away from the total urban development, but allows you to deliver services faster and to the people who need them quicker. I want to make one comment about sustainability. It's no longer a fashionable ethos. It's a vital strategy for how we are going to do more with less. Because if you can deliver an infrastructure network that is half the cost of a traditional infrastructure network, simply because you use less power and water for the same number of people, that difference will allow you to double the number of people who can benefit from the infrastructure investment at the same level. So sustainable development, proper city planning, is no longer the priority of corporate social responsibility. It's now an economic necessity. And with large data, we are capable of measuring the financial benefit of such initiatives so that you can telegraph them through. We're working with Veolia. 60% of municipal waste is organic. There are technologies now that can harvest diesel fuel from municipal waste far better than refining it. So the whole life cycle cost of urban development, if integrated, can produce benefits both for governments, private sector, and social return on investment. So I'm not against large infrastructure movements, but the delivery to people now on small-scale incremental, tying it together, that's where I think the focus should be. Amélie Coder, vous êtes d'accord? Avec le plus, on peut faire le moins, c'est-à-dire que si on consomme mieux, on peut consommer moins. Je vois... Dans les constructions, dans ce que vous construisez avec Aram Constructeurs, c'est un postulat que vous avez intégré dans vos constructions? Oui, bien sûr. On a toujours une vision, le mieux faire et le moins coût, bien sûr. Et ce qui nécessite le bon chemin pour mener la même qualité qu'on demande toujours. Je vois que oui, on pourra le faire de cette façon. Mais toujours avec des partenariats, toujours avec des études, toujours on doit avoir la technologie moderne, on va faire les études toujours, on doit prendre le bon côté, l'Afrique et l'avenir. C'est pour cela qu'il faut toujours chercher le mieux de le faire. On parlait là ici des villes existantes, mais est-ce que vous faites partie des gens qui pensent qu'il faut peut-être construire d'autres villes sur les schémas brésiliens ou d'autres? Est-ce qu'il faut carrément inventer de nouvelles capitales, de nouvelles mégalopoles, je ne sais pas, sur mesure? Patrick Fondal-Messard. Je vais avoir un avis un peu, si vous me permettez, de répondre à cette question. Pardon? Oui, allez-y. Je crois que ce n'est pas à nous de décider où les gens doivent vivre. Les gens ont envie de vivre là où ils considèrent qu'ils sont le plus épanouis, où ils considèrent qu'ils ont effectivement les meilleures chances d'exister, les meilleures chances d'avoir un travail,
les meilleures chances d'avoir une employabilité et d'élever leurs enfants. Et donc construire de magnifiques grandes villes extrêmement énergivores, comme j'en ai vu quelques-unes, dans certains pays au Moyen-Orient, personnellement, je suis très, très sceptique sur l'intérêt à long terme. Je pense par contre que la question de la planification urbaine, c'est un gros mot, j'entends bien, mais la notion de la planification urbaine, la notion des titres fonciers qui sont dans de très nombreuses capitales inexistants, ça pose une vraie question et je pense qu'aujourd'hui, s'il y a des efforts à faire, d'ailleurs les bailleurs de fonds l'ont bien compris parce qu'ils ont des programmes spécifiques dans ces domaines-là, organiser la ville, organiser sa croissance autour de la façon dont les hommes eux-mêmes viennent. Et je vais vous prendre l'exemple de la ville de Tanger. La ville de Tanger, par exemple, au Maroc, a connu une expansion absolument extraordinaire parce qu'effectivement, vous avez une migration très forte qui vient se coller sur cette ville de Tanger. Ils vont partout, ils vont n'importe où, même, je dirais, sur des terrains non constructifs, sans titre foncier, sans titre de propriété. Qu'est-ce qu'ont demandé les autorités publiques? Ils ont dit, vous êtes un opérateur, on ne vous demande pas d'aller au bulldozer comme en Chine et puis de tracer, de creuser des schémas d'assainissement et ensuite de mettre des réseaux d'eau, vous allez accompagner le développement de la ville. Donc ce qu'on demande en fait aux opérateurs, et je trouve ça à mon avis beaucoup plus fin et beaucoup plus intelligent, c'est d'accompagner, de structurer, donc de sociabiliser les populations qui sont installées. Voilà, j'irai pas plus loin. Anthony Mallows, vous qui avez construit une ville, un projet modèle, j'imagine que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec Patrick. But you asked me a question that I didn't answer about transportation. And then I'll come back to Mais ça Patrick. m'arrive souvent, vous savez, Ouais. c'est le lot de tout journaliste. Il y a plein de questions auxquelles les gens Ouais. ne répondent jamais. The fact of the matter is 26% of energy in cities is consumed by moving things. Water, people, goods and services. So if you don't attack mobility and transportation in cities, like we do at Masdar, 10 years ago, we had an electric, solar-powered, driverless vehicle as transit. Now we're already going to the next phase, and we're actually working with French companies on driverless buses. So the mobility question, if more than a quarter of the energy equation in cities is about mobility, and you want to make cities better, then you better attack transportation. Now, back to the question. What was it about? Vous avez toujours une question Ouais. d'avance. Je vais dire, j'ai une question d'avance. Do you believe that we should build new cities? If you look at the growth of cities and in the next 30 or 50 years, people will migrate into urban areas for a better life. We better be prepared on how to accommodate that growth. And it's going to happen faster and faster because, as we heard in the previous sessions, the ability of agribusiness and farming to produce enough food for people and get them out of subsistence is going to put a huge pressure on cities. So I do believe we will need to build new cities. But they won't be visions of cities in the country on a hill. They will be part of a connected urban system that's related to the existing urban system. Hence, transportation becomes key. Hence, the delivery of energy and water. Now, how to do that is the business of government in private partnership. I don't believe the private sector's responsibility lies in what the spatial distribution of farmland, urban land, and manufacturing land should be. So it is a partnership, and we do have to build new cities, no question. C'est pas seulement parce que vous travaillez pour un grand constructeur, rassurez-moi. Bien sûr, on voulait construire de nouvelles villes, mais toujours on garde les anciens, on les fait d'une façon qu'ils durent en plus.
Alors, je retourne toujours pour la bonne planification, parce qu'en raison de manque de planification, les populations construisent et bâtissent d'une façon irrégulière. Et avec le temps, ça prendra des quartiers et des villes comme on les nomme les bidonvilles, malheureusement. Et nous avons une expérience en Égypte maintenant avec tout ce qu'on a à faire, la nouvelle cité et tous les quartiers nouveaux. Et c'est toujours une partie. Vous parlez à côté du Caire, hein, des nouvelles villes qui ont été construites. Oui, c'est ça. Alors, c'est une nouvelle communauté, une nouvelle vie. En même temps, nous, comme je voudrais dire, qu'il fallait bien faire la bonne planification parce qu'en même temps qu'on construit les nouveaux, on regarde les villes, les bidonvilles maintenant, on les élimine, on construit de nouveaux quartiers totalement planifiés, avec de l'eau, de l'électricité et tout, pour que les populations s'habituent à bien vivre, à savoir, à s'améliorer. C'est pour cela que, comme on bâtisse le nouveau, on fait les restaurations du vieil et tout cela d'habitude. Mansour Kama, est-ce que vous pensez qu'il faut construire une nouvelle Dakar? C'est un petit peu le projet de Damian Diop. Oui, c'est le projet de Damian Diop, non pas de remplacer Dakar, mais de prolonger Dakar. Elle est irremplaçable. On ne peut pas remplacer une ville qui existe, une ville historique. Je suis d'accord qu'il faut peut-être la restaurer, qu'il faut la réaménager quand c'est possible. Mais vous savez, moi, ma réflexion porte beaucoup plus sur ce que j'appelle les pôles économiques. Parce que vous devez répondre à des besoins d'une population dont le croît démographique est très élevé. Et tout le monde ne peut pas venir à Dakar, parce que ce serait impensable. Malheureusement, c'est ça qui s'était passé. Et Dakar qui est une presqu'île, au cas où il y ait des gens qui ne sachent pas, crée de gros problèmes d'embouteillage et autres. Donc les problèmes de mobilité dont vous parliez sont patents dans une ville comme Dakar, parce que justement, Dakar est sur une presqu'île. Donc le fait de sortir de Dakar par une décentralisation même administrative, parce qu'il y a des ministères qui sont en train d'être délocalisés et qui vont être à 30 km de Dakar. Je crois que c'est l'amorce peut-être d'une solution qui permet de mieux répartir ce croît démographique sur la presqu'île, mais en même temps, il ne faut pas perdre de vue, et c'est là où j'insiste, et quand je discute avec le gouvernement, je pose beaucoup cette question, il faut que les villes, et là je ne parle plus de Dakar, mais toutes nos villes, soient un peu des capitales, mais de pôles économiques. Non pas simplement ce qu'on appelle des capitales administratives, mais il y a une connexion qu'il faut bâtir entre ces villes et cet environnement qui a autour. Des pôles de compétences, comme on a pu... Comme vous pouvez l'appeler, mais c'est effectif que ces pôles de compétences et de compétitivité, parce que justement, on peut même spécialiser ces pôles dans des activités de production, dans des activités de service, c'est ça qui fait que dans un pays, vous avez une répartition spatiale harmonieuse. Mais le problème que nous avons en Afrique, du fait justement du phénomène dont je parlais, vous avez une pauvreté urbaine grandissante parce que justement, on n'arrive pas à satisfaire par la création d'emplois cette arrivée massive de gens et on n'a pas su les garder dans l'espace où ils sont nés, où ils auraient pu se développer. C'est la raison pour laquelle je plaide beaucoup, moi, pour des pôles économiques que plutôt dire bâtir la ville. L'urbanisation, comme je l'ai dit, c'est un passage qui sera obligé et qui va se développer. Comment équilibrer les mouvements de population, les flux démographiques entre les villes et ces pôles? Je pense que c'est là où les villes doivent jouer un rôle d'impulsion, un rôle j'allais dire, de conduite
mais d'un projet qui est plus globalisant que celui simplement de dire on a bâti des logements et on y met les gens pour répondre à ce besoin-là. Parce que, et je voudrais citer Le Corbusier, j'ai noté ça, il dit « Les clés de l'urbanisme sont dans les 4 fonctions, habiter, travailler, se recréer dans les heures libres et circuler. » Vaste programme. Et comment financer tout cela? Je vais revenir une seconde sur les énergies renouvelables avant de passer aux autres grosses infrastructures qui relèvent, à mon avis, d'un autre type de financement. Vous, par exemple, quand on a préparé cette table ronde, Othman Hadji, vous m'avez dit, nous, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle la petite mise de départ, parce qu'en fait, on a souvent l'impression que 3 € pour acheter un petit panneau solaire ou pour acheter, c'est pas grand-chose. Mais effectivement, dans certaines zones rurales en Afrique, cette mise de départ, eh ben, elle est très importante. Et justement, chez Green Yellow, vous avez inventé une sorte de modèle d'aide au financement. C'est un point important sur lequel je voulais revenir et sur lequel on n'a pas encore discuté. C'est vrai qu'on a parlé des politiques publiques donc qui sont aujourd'hui mises en œuvre. On a parlé des partenariats publics-privés également. Mais on oublie une grosse partie finalement des initiatives, c'est les initiatives privées. Et ça, c'est un vrai sujet pour l'Afrique et partout dans le monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'appuyer simplement sur les autorités publiques pour résoudre toutes les problématiques liées aux infrastructures. Beaucoup de choses vont se faire entre privés, pour plusieurs raisons. Parce qu'en face des privés, on a de la compétitivité, on a des équations économiques sur lesquelles il faut répondre, on a une concurrence qui est mondiale. Donc le secteur privé est très à l'écoute de ces problématiques-là et souhaite finalement développer des choses. Par rapport à ça, Green Yellow est, je dirais, avant-gardiste sur ces problématiques-là, parce que nous intervenons beaucoup dans le monde privé, donc dans des contrats et donc des contreparties privées, sur lesquels nous dérisquons le projet pour les privés. Ça veut dire quoi, dérisquer le projet? Ça veut dire le concevoir, le financer et garantir les performances du projet. Sur la durée et l'exploiter, sur la durée d'exploitation, que ce soit sur mieux consommer, donc via des énergies renouvelables, ou moins consommer via des programmes d'efficacité énergétique. Je prends quelques exemples. Vous parliez de Dakar. À Dakar, on est intervenu chez une société qui s'appelle Mercure, qui a des centres commerciaux à Dakar, sur lequel on a réalisé des opérations d'efficacité énergétique et d'autoconsommation solaire. On a réduit de moitié sa consommation énergétique par le biais de ces 2 actions, et tout ça dans un modèle économique viable. Donc ça veut dire que ça fonctionne, qu'on n'a pas besoin de subventions, qu'on a besoin de travailler avec les entreprises pour réussir. Et ces exemples, ben, on en a un peu partout, et dans beaucoup de secteurs, dans le monde hôtelier, dans le monde agroalimentaire, dans le monde industriel, qui sont finalement des initiatives privées, mais aussi importantes que les initiatives publiques, qui sont complémentaires finalement au moins aux initiatives publiques. Concernant les grands projets qui, eux, donc, sont financés ou doivent être financés par des partenariats publics-privés, on a vu ces dernières années la Chine prendre des grosses parts de marché sur l'Afrique, notamment sur tout ce qui était transport et construction de bâtiments, d'hôpitaux ou de bâtiments destinés à l'État. La particularité, c'est que c'est une offre, on va dire, qui inclut le modèle chinois. C'est en fait, on arrive, on a l'architecte, on a la personne qui va financer, on a la personne qui va apporter, on apporte tout. Est-ce que ce modèle de financement, pour vous, aujourd'hui, c'est le bon modèle de financement pour les années à venir? Mansour Kama. Écoutez, je n'aurais pas posé la question comme ça. Mais comme je ne suis pas journaliste, parce que vous désignez du doigt les Chinois, je pourrais vous dire, un groupe comme FH construit beaucoup en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest. Donc, non, je pense que la question des infrastructures en tant que telles
est une problématique majeure pour le développement de nos pays. Et c'est la raison pour laquelle nos gouvernements sont très ouverts aux propositions qui arrivent et qui permettent de régler ce problème. Si vous voulez caractériser les infrastructures, nous avons des problèmes en termes de connectivité, parce que même si vous voulez lier la campagne à la ville, puisqu'on parle des villes, il faut bien des routes. Ou même à l'intérieur de la campagne, il faut des pistes de production. Il faut que les produits qui sont issus de l'agriculture puissent être transportés. Donc, les infrastructures sont des questions sur lesquelles les États africains, bien entendu, mettent un accent particulier. Et leur discours, et c'est vrai, c'est qu'on ne finance pas assez les infrastructures en Afrique. Or, c'est un passage obligé si on veut donner même des opportunités au secteur privé. Ce matin, on a parlé de l'environnement des affaires, même dans l'agro-industrie, mais vous savez pertinemment que si les facteurs de production, l'électricité, l'eau, les routes, tout cela, si vous devez l'intégrer dans votre investissement en tant que secteur privé, vos prix ne seront jamais compétitifs. C'est la raison pour laquelle la question des infrastructures amène les États africains à dire, peu importe, j'allais dire, d'où vient l'argent, l'essentiel, c'est qu'on nous réalise l'infrastructure. Après, bien sûr, vous avez des questions de gouvernance, vous avez les appels d'offres à faire pour veiller à ce que aussi les choix ne soient pas faits n'importe comment. Mais il y a l'adage qui dit qui paye commande. Si la Chine déverse des milliards dans un pays et dit je construis pour faire travailler mes entreprises, les États acceptent. Mais là où il y a peut-être un élément qui, moi, m'interpelle par rapport à cette question, c'est que ces infrastructures-là, une fois qu'elles sont construites, je n'ai pas encore vu de Chinois gérer une infrastructure qu'ils ont construite. Ça veut donc dire qu'il faut aussi qu'on réfléchisse sur la gestion et sur la maintenance de ces infrastructures. Or, la gestion des infrastructures, que vous pensiez à une autoroute à péage ou à un chemin de fer, ou peu importe, quelque chose en tout cas qui donne du service public, ce sont des opportunités aussi pour des partenariats avec soit des pays qui ont déjà l'expérience et qui ne sont pas des Chinois, hein. Ça peut être des Français, ça peut être des Marocains, ça peut être d'autres. Des Turcs. Ou des Turcs. Ce sont aussi des opportunités. Ce n'est pas seulement le fait de construire l'infrastructure, mais qu'est-ce qu'on en fait et dans quel cadre cela s'intègre-t-il. Donc pour moi, je n'ai pas d'état d'âme. Chinois, Turcs ou Sibériens, l'essentiel c'est que nous arrivions à résoudre un problème qui est posé, mais qui permet une intégration dans notre économie. Là où ça pourrait être grave, à mon avis, c'est de construire des éléphants blancs au nom de la corruption ou au nom voilà. Ce sont ces choses-là peut-être qu'il faudrait éviter. Parce que aller construire quelque part une infrastructure qui n'a aucune connexion avec le reste de l'économie, ça, on peut soupçonner effectivement les gens qui l'ont fait de malversation. Merci. Amani Codin, je vais vous laisser de la fin de la table ronde, puisqu'ensuite on va passer aux questions de l'Assemblée. Mais je vais vous laisser terminer, puisque je crois que vous souhaitiez réagir. Non, je voudrais seulement dire à propos des infrastructures, on a beaucoup à faire en Afrique et les bailleurs de fonds doivent intervenir. On a travaillé beaucoup des travaux d'infrastructure, de routes, soit des quartiers, comme on a dit, mais c'est toujours fondé par, il y a la BID, il y a la BADEA, il y a tous les bailleurs de fonds qui s'intéressent beaucoup en Afrique. On a besoin toujours de les intégrer. Les États ont toujours affaire avec les bailleurs de fonds. Et de là, vraiment, je leur demande de bien intervenir en Afrique, ne pas laisser l'affaire seulement, comme tu as dit, maintenant les Chinois viennent avec tout, mais il reste toujours la qualité et la durabilité. Et auparavant, par exemple, on faisait les routes
de matière de bicouche, c'est au froid, qui ne dure pas, qu'avec la pluie, ça fait des nids de poules et tout cela. Maintenant, tout est en béton bitumineux, tout à refaire avec le bon financement des bailleurs de fonds qu'on a besoin toujours. Pour bien me faire comprendre, ce que je voulais décrire, c'était plutôt un modèle où tout était intégré, c'est-à-dire tout était pensé du début à la fin, c'est-à-dire il y avait l'architecte. Je n'étais pas en train de critiquer la manière dont les Chinois construisent des infrastructures en Afrique. Franchement, c'est pas mon rôle. Non, mais je parlais plutôt de la façon dont ils procèdent pour obtenir voilà, cette espèce d'offre intégrée. Voilà. En tout cas, est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée, dans la salle ? Oui. On va vous donner un micro. Le monsieur est juste derrière vous, il arrive avec un micro. Voilà. Non, je voulais saluer le fait qu'on avait réussi avec les autorités du Sénégal à lancer un projet ferroviaire moderne, Dakar à IBD, avec différentes entreprises de plusieurs pays, avec le concours de différents bailleurs de fonds. Les 3 principaux étaient présents à la table ronde ce matin. Pour moi, c'est vraiment un business case fantastique où le politique a su anticiper assez tôt, parce que le temps politique est plus court que le temps économique pour ce genre de projet, a anticipé les besoins de financement, les besoins d'études, et a eu le temps de lancer des appels d'offres, d'analyser les réponses, et maintenant le projet est parti. La question que je me pose, c'est qu'il y a beaucoup d'autres villes en Afrique, notamment subsaharienne, où les besoins sont absolument énormes. Par contre, il y a peu de moyens financiers. Souvent, il faut réexpliquer toutes ces étapes nécessaires pour arriver à un système de transport élaboré. Il y a peut-être d'autres solutions que le ferroviaire, mais enfin, c'est quand même un système très capacitif. Donc ma question est, comment est-ce qu'on pourrait dupliquer ce type ce succès qu'on a eu à Dakar dans d'autres pays, en anticipant davantage sur la problématique, ou faut-il d'autres solutions de transport que le ferroviaire pour se déplacer en ville demain? Mansour Kama va vous répondre. Non, j'allais lui poser une question, mais bon. Mais vous répondez à une question par une autre question. Non, je lui poserai la question. Ce que je veux dire, c'est que de toute façon, le modèle de Dakar, en réalité, le transport, lui, doit être multimodal. Tout dépend. Dakar est une presqu'île, on peut aussi exploiter du transport maritime d'un point à un autre, et ça va se faire. Vous avez la route. Maintenant, sur le projet magnifique qu'on appelle le TER, je n'ai qu'une question. Quand on bâtit des infrastructures, quand on résout ce genre de problème, quelle est la part réservée à l'entreprise locale? Parce que si l'entreprise locale n'est pas prise en compte dans le développement du projet, il y a des sortes de retours de flamme qui peuvent se faire. Je vous donne un exemple. Sur le projet TER, il y a ce qu'on appelle les traverses monoblocs. Ça, ce n'est pas Alstom. Alstom s'occupe des wagons et autres. Mais le Sénégal est un pays qui a 3 grandes cimenteries qui alimentent la sous-région. Et on a besoin de ciment pour faire les traverses. Vous avez le béton, nous avons des carrières de basalte qui peuvent faire le boulot. Il reste la technologie, disons, pour fabriquer les traverses. Or, il existe des entreprises qui sont prêtes à s'équiper pour faire le travail. Si, pour un projet qui coûte plus de 600 milliards de francs CFA, mettons 1 milliard d'euros, on n'a pas des retombées aussi importantes, forcément, le projet peut représenter pour le secteur privé local une source de préoccupation et demain, le gouvernement peut avoir un certain nombre de problèmes. Donc, je voudrais insister sur le fait que la résolution de ces problèmes-là passe aussi par, toujours j'insiste là-dessus, le partenariat et le fait d'inclure le secteur privé local. Sinon, vous n'aurez pas cette appropriation du projet par, justement, ceux à qui ils sont destinés. Et ça, vraiment, naturellement, ce n'est pas Alstom, c'est Eiffage. Mais comme j'ai dit à Gérard Sénac, le patron d'Eiffage, je lui dis plutôt que d'aller importer des traverses du Portugal ou de Turquie, on aurait pu les faire au Sénégal.
Patrick Fournier-Desailly, vous vouliez ajouter je suis absolument d'accord. D'abord, il y a peut-être, monsieur, un effet d'échelle important de rappeler que sur le continent, vous avez aujourd'hui 52 villes qui font plus d'1 million d'habitants. Et il n'y a pas 52 aujourd'hui projets de la sorte. Donc on reste quand même avec une échelle, pardonnez-moi, mais qui est extrêmement courte en termes de retour. Mais pour illustrer ce que vous dites, moi je suis 100% d'accord quand on parle de biens essentiels que sont l'eau, l'assainissement, l'énergie, et éventuellement les transports publics. Il faut être associé avec des locaux. D'ailleurs, c'est une politique que nous avons chez Veolia. Je n'ai pas une entreprise aujourd'hui, on fait 1,2 milliard de chiffre d'affaires sur le continent, on n'a pas une seule entreprise qui soit majoritairement, comment dirais-je, détenue sans qu'on ait des partenaires à nos côtés. On a 51% au Gabon, 51% au Niger, nous avons 80% aujourd'hui au Maroc. Systématiquement, nous avons des entreprises locales avec nous. C'est une condition de, j'allais dire simplement, de durabilité. Vous parliez de durabilité. Si vous voulez faire un travail qui vous permet de vous inscrire dans le temps, vous devez travailler effectivement dans le tissu local. Ça ne peut pas être autrement. Sinon, vous avez effectivement les effets rejet qu'on connaît et qu'il y a encore une dizaine ou une quinzaine d'années, de très nombreuses entreprises françaises ont connu quand elles sont venues faire des chantiers à 100%, rapatriant les dividendes et les management fees, et sans transfert de compétences, sans centre de formation, etc. Tout ça, c'est plus possible. Votre manager, je vous laisse non, mais pour aller intervenir et après dans on le prendra sens une autre question. De la question, c'est vrai que dans nos métiers qui sont liés à l'énergie, il y a un transfert de compétences qui est important, qu'on opère avec des entreprises locales pour construire des filières qui sont inexistantes dans ces pays-là. Donc ramener de la compétence, y compris dans le tissu, je dirais, universitaire, d'école, etc. Donc il y a un transfert de compétences qui est fait, et auprès des entreprises qui nous accompagnent dans la réalisation de nos opérations dans ces différents pays, de telle sorte qu'il y ait finalement un impact économique local maximal sur les projets qu'on pourrait réaliser, que ce soit public ou même privé. Une autre question dans la salle, juste. Je suis complètement incompétent sur le sujet, mais je regarde un peu ce qui se passe dans les villes. Je reviens un peu au problème de gouvernance, parce que quand on regarde un peu ce qui se passe dans la périphérie d'une ville comme la ville d'Alger, qu'on est en train de reproduire le modèle des HLM des années 50 français, et qu'on est en train de le multiplier, et on l'annonce encore, je pense dans d'autres villes c'est exactement la même chose. Je me demande si en Afrique, on n'est pas en train de payer, ou nous n'allons pas payer 2 fois le prix d'une ville. La ville pour répondre aux besoins actuels, et la ville qu'on va être obligé de construire pour répondre aux enjeux environnementaux du futur. Donc j'ai l'impression qu'on est en train de s'acheminer vers un surinvestissement. Je sais pas, je vous dis, je connais rien au sujet, mais c'est simplement un profond sentiment. Merci. Voilà, merci Slimot Mani pour cette question. Qui est candidat ? Je pense qu'on oublie un peu dans ce qui a été dit depuis tout à l'heure, la question de, comment dirais-je, de affordability, le fait que des gens soient capables ou pas de payer un tarif. On va pas faire 2 fois des villes, monsieur. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir effectivement, comme à Alger, enfin, vous pourriez nous en parler, hein, il va y avoir à Alger des quartiers effectivement qui sont très organisés, structurés, dans lesquels on va essayer d'ailleurs de déplacer les populations. Et puis après, il y aura ce que la vie fait, c'est-à-dire les regroupements familiaux, la façon dont les gens évoluent, la façon dont l'emploi se crée dans des bassins ou pas. Et puis, derrière ça, vous aurez des politiques publiques qui seront capables d'accompagner ou non, d'ailleurs, le développement des populations. Parce qu'on a, pour l'instant, ici, des exemples très vertueux qui ont été donnés. Enfin, pour nous tous qui sillonnons un petit peu l'Afrique, je ne vous encourage pas parce que ce serait quand même dangereux pour vous, mais allez à Lagos, dans certains quartiers, allez à Kinshasa, allez éventuellement à Conakry. Vous allez voir une urbanisation qui n'a rien à voir avec la façon, j'allais dire, très plaisante qu'on décrit aujourd'hui. Donc, il y a un problème de population. Ont-elles ou pas, aujourd'hui, le moyen de se payer le service qu'on est capable de lui offrir? Aujourd'hui, vous avez, je suis bien placé pour le savoir, en Guinée-Conakry, des gens qui se lèvent le matin et qui n'ont qu'une culture de la survivance jusqu'au soir. Donc il faut savoir qu'on ne peut pas laisser ces populations de côté. Ce n'est pas notre problème, nous opérateurs. Mais par contre, c'est effectivement un problème public sur lequel l'opérateur sera un instrument d'exécution. Il y a une autre question. Monsieur avait demandé la parole juste avant vous. Après, on passera à vous et après... Bonjour, Pierre-Yves Pouliquin, Suez. On a parlé eau, énergie,
Je voudrais juste parler de déchets aussi un petit peu, et en particulier passer 3 messages. On ne fera pas une ville durable si on ne traite pas les déchets. Deuxièmement, aujourd'hui, il y a un lien évident entre climat et déchets. Juste pour vous dire que dans les pays émergents comme ceux d'Afrique, les déchets comptent. Le fait de ne pas traiter les déchets compte pour environ 10% des émissions de CO2 d'un pays. Donc c'est absolument nécessaire de s'en occuper. Ça peut être un très bon moyen de répondre à l'agenda de la COP21. Il y a des technologies effectivement à adapter par rapport à ce qu'on a développé en Europe, que ce soit Veolia et Suez. On a effectivement un portefeuille de solutions, on a des très belles références. Et je reviens sur les propos de Patrick tout à l'heure. Clairement, il faut une volonté politique. Les exemples où il y a des villes qui ont réussi à faire cette transformation, on les connaît. C'est Meknès, c'est Saïda. C'est à chaque fois une volonté d'un maire qui veut s'occuper de ce sujet-là, qui trouve les financements, on est là pour l'aider, qui va trouver, je dirais, l'emprise foncière. Parce qu'il n'y a pas de solution s'il n'y a pas d'emprise foncière sur ces questions-là. Et puis après, on va développer effectivement toute l'intégration sociétale. J'aurais qu'un exemple à Meknès, on a créé une coopérative avec 120 chiffonniers pour les réintégrer. Voilà, il y a des solutions, c'est à chaque fois du cas par cas, mais on ne fera pas une ville moderne et durable en Afrique si on ne traite pas les déchets, parce que derrière, il y a des classes moyennes qui attendent un service, qui attendent une image. Et aujourd'hui, il y a vraiment une incohérence complète dans les schémas directeurs dans les villes. Voilà, donc moi je voulais juste remettre le déchet aussi au cœur de la problématique. Merci. Merci à vous. On va prendre une dernière question avant de siffler la récréation, en tout cas la fin de cette table ronde. Voilà, monsieur, on vous apporte un micro. Je voudrais parler de déchets. Merci. Monsieur Aitiala, chef d'entreprise. Le sujet d'urbanisation des villes africaines est un sujet quand même assez pointu, puisque aujourd'hui on appréhende le sujet d'une manière platonique ou copier-coller de ce qui se fait en Europe et dans le monde civilisé. Il est clair que nous, en Afrique, les fondamentaux ne sont pas les mêmes. Qui dit urbanisation dit intelligence de la cité, smart city, comme on dit, puis économie d'énergie surtout, et adaptation à de nouvelles normes climatiques. Et tout ça, ça a un coût. Et pour revenir à l'essentiel, c'est quoi une ville, en fait? Une ville, c'est un ensemble de populations, producteurs de valeur ajoutée, et c'est une invention des temps modernes, qu'aujourd'hui en Afrique, on peut passer outre, puisque nos villes aujourd'hui même dans le monde ne produisent pas de valeur ajoutée. Et c'est ça le problème. Comment voulez-vous urbaniser ou adapter aux normes une ville comme Bamako, où d'après les estimations de la dernière conférence d'urbanisation de Bamako en décembre dernier, ça parlait de 60 à 70 milliards de dollars. Où aller chercher cet argent? Puisque la ville ne produit plus de valeur ajoutée, ne produit plus de richesse, comment faire? Nous, en Afrique, on a la solution, c'est plutôt urbaniser les villages. Les villages, c'est des petits endroits sympas en Afrique, où il faut mettre une parabole pour avoir Internet, quelques panneaux solaires pour avoir l'électricité, un puits pour avoir de l'eau, et une connectivité la moins coûteuse possible. Et là, on a nos petits ingénieurs qui sortent des grandes écoles, qui ne trouvent pas du boulot, qui sont obligés d'aller en ville ou en Occident, et qui peuvent trouver un endroit où travailler à distance et créer de la valeur ajoutée pour leur village. Voilà un peu ce que je vous conseillerais de faire, parce qu'aujourd'hui, construire des villes comme celle qui est en train de se faire au Sénégal, c'est une belle réalisation, mais beaucoup d'argent, et tous les pays d'Afrique n'ont pas cet argent. On peut refaire Dubaï une fois, 2 fois, mais pas dans un continent qui va abriter 2,5 milliards de personnes à l'horizon 2050. Merci. Merci, monsieur. Mansour Kama, vous pouvez enchaîner et nous donner un peu d'optimisme. J'avais décidé de ne pas reprendre le micro, mais vraiment, ce que je viens d'entendre, je ne suis pas d'accord du tout. Merci. Ça tombe bien. J'aime bien la provocation. Comment voulez-vous qu'on prenne les populations de Dakar et qu'on les
qu'on les amène dans des petits villages. Ce n'est pas possible. Il faut accepter... Le week-end, en général, les gens quand même aiment bien repartir. D'accord, mais ils reviennent. Non, attendez. Aller urbaniser des villages, alors même que le phénomène de transfert de population des villages vers les villes, c'est déjà quelque chose qu'on a constaté. Et on sait que c'est un phénomène qui, de toute façon, est irréversible. Donc, il faut bien que vous créiez plutôt les conditions d'accueil de ces gens et l'amélioration des conditions de vie. Mais je ne vois pas comment on va faire cela comme ça. Donc, effectivement, d'abord, je ne suis pas d'accord quand vous dites qu'il n'y a pas de valeur ajoutée dans les villes. Au contraire, il y a beaucoup de valeur ajoutée dans les villes. Mais toutes les activités qui se développent au plan urbain, le commerce, tout cela, ça vient s'ajouter dans la valeur ajoutée qu'on peut, je suis en train de me répéter d'ailleurs, en ce qui concerne les villes. Une mairie va prendre des taxes sur les opérations commerciales, les souks et tout ça. C'est tout cet ensemble-là peut-être qu'il faut organiser. Maintenant, la planification urbaine relèvera toujours de l'État qui est le maître du foncier, mais il faudra naturellement que les citoyens eux-mêmes puissent être éduqués pour pouvoir aussi régler ces questions que sont les histoires de déchets dont on parlait et autres. Je crois que c'est ça le défi, mais personnellement, je ne vois pas comment on va faire un saut en arrière pour dire nous venons des villages, on va retourner dans les villages avec un panneau solaire et puis Veolia mettra peut-être un robinet et puis voilà. C'est juste, vous n'êtes pas d'accord avec moi sur la définition de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, monsieur, c'est surtout la plus-value à l'export. Comment aller chercher des devises de l'extérieur? C'est par rapport à un marché, la main-d'œuvre pas chère. Toutes les villes africaines sont bâties sur des zones dans lesquelles il y a des productions maraîchères et autres et on exporte. Vous allez à la porte de Dakar, vous allez trouver la plus grande partie de l'exportation horticole sénégalaise. Les mangues et autres, c'est fait à la sortie de la ville. Mais la valeur ajoutée, pour moi, ce n'est pas ça. On va laisser ça en fait partie, mais ce n'est pas ça. Merci, monsieur Après Mansour. le panel, on va se mettre dans un coin et on s'expliquera. Une toute petite dernière intervention de Patrick Fonadossa qui avait demandé... Tout à l'heure, je l'avais dit tout à l'heure, mais on a déjà eu cette discussion ensemble. On ne peut pas décider de où les populations doivent aller, ou alors ça ne s'appelle pas un régime, pardon, mais non. Les populations, elles vont là où elles ont envie d'aller, là où elles pensent qu'elles vont avoir un avenir, et vous ne pouvez pas localiser, ou alors ça s'appelle des régimes concentrationnaires, et c'est une autre affaire, et ce n'est pas l'affaire d'aujourd'hui à mon avis. En revanche, il faut qu'on accompagne, et les pouvoirs publics sont là pour ça, ils sont là pour accompagner le développement de leur population. Et le secteur privé, qui a sa part, une part, mais pas la totalité bien évidemment, sera là pour mettre en œuvre les choses. Si vous me permettez, moi je dis un mot pour conclure en tout cas mon propre propos. Vous avez prononcé 2 ou 3 fois le mot assainissement. Je voudrais qu'on ait bien tous en tête que l'assainissement, c'est vraiment le parent pauvre de ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Vous avez des gens qui sont très heureux d'installer de grands réseaux d'assainissement, d'inaugurer des stations d'eau potable. Mais quand il s'agit d'aller couper un ruban sur un grand tuyau, sur une station de traitement, vous n'avez plus personne. Il y a un vrai sujet aujourd'hui sur le divorce complet entre le financement des infrastructures d'assainissement, qui sont d'ailleurs créatrices de désordre sur la santé, de désordre sur l'organisation des services, bien sûr, et l'eau potable. Ce devrait être absolument et indubitablement lié. Les bailleurs de fonds ont commencé à le comprendre. Et pour certains d'entre eux, je pense à l'AFD ou à la Banque mondiale, ils ne financent plus de programmes purs eau potable sans y associer des volets assainissement, et c'est tant mieux. Mais c'est récent. Voilà. Merci, madame. Merci, messieurs, d'avoir pris part à cette table ronde. C'est donc la fin de cette table ronde. Je vous laisse rejoindre l'auditorium au niveau -2 pour une séance de networking. Et puis ensuite aura lieu la plénière de clôture Afrique, monde arabe, quelle proposition pour l'avenir avec Frédéric Maury de Jeune Afrique. Merci à vous et à plus tard.